Bonjour à tous, bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. Nous commençons par la COP 21. Après 2 semaines d'épuisantes négociations à la conférence sur les changements climatiques à Paris, la France a présenté le texte final de l'accord qui devra encore être revu et adopté par les ministres. Ce texte, qui est nécessairement un texte équilibré, contient les principales avancées dont beaucoup d'entre nous pensaient qu'elles seraient peut-être impossibles à obtenir. Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant. Il est fidèle au mandat de Durban. Il reconnaît la notion de justice climatique et il tient compte sur chaque sujet des responsabilités différenciées des pays, de leurs capacités respectives à la lumière des circonstances nationales. L'accord de 31 pages entend contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous des 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 degré Celsius. L'accord rappelle que les parties doivent s'entendre pour atteindre le pic des émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible, reconnaissant par ailleurs que ce pic n'a pas encore été atteint pour les pays en voie de développement. Le texte prévoit également d'allouer 100 milliards de dollars minimum par an aux pays en développement à partir de 2020. L'accord propose un réexamen collectif tous les 5 ans sur les progrès de chaque pays par rapport à leurs propres engagements nationaux. Les ministres des 180 pays membres des Nations Unies se réuniront prochainement pour décider d'adopter ou non le texte final. L'accord de Paris sur le changement climatique devrait aider à mieux définir le paysage énergétique mondial pour le reste du siècle et marquer le début de la fin de notre dépendance aux énergies fossiles. Et cela constitue un vrai défi pour les pays en voie de développement, comme la Chine, qui ont fait reposer leur croissance sur le pétrole et le charbon pendant si longtemps. De Paris pour le climat est accepté. Après 2 semaines de négociations et plus de 2 décennies de réunions et de conférences, plus de 190 pays ont pris un engagement international pour agir face au changement climatique. L'accord de Paris représente un consensus très large et est le produit d'efforts acharnés de chefs d'État, de ministres et de négociateurs de toutes les nations. La Chine a joué un rôle important en aidant l'ensemble des participants à trouver un accord. Avant le sommet, la Chine et les États-Unis ont publié 2 déclarations conjointes sur le changement climatique. La Chine a aussi présenté ses objectifs de contribution nationale à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Presque tous les pays participants ont présenté leurs engagements pour réduire leurs émissions carbone d'ici 2030. La Chine s'est engagée à plafonner ses émissions d'ici 2030 et à réduire ses émissions par unité de PIB de 60 à 65%. Cela signifie qu'il existe une demande très importante d'énergie renouvelable dans le pays, mais le changement ne se fera pas d'un claquement de doigts. La croissance de la Chine repose principalement sur les énergies fossiles, mais des efforts ont été faits pour permettre le développement des nouvelles énergies. Environ 58% de l'augmentation de la consommation primaire d'énergie en Chine de ces 2 dernières années proviennent de sources de combustibles non fossiles. Le réajustement de la structure industrielle et énergétique de la Chine nécessitera de faire des sacrifices importants, mais c'est une nécessité. Les experts disent que l'accord final représente un juste milieu qui permet à un pays de voir ses responsabilités vis-à-vis du climat augmenter parallèlement à ses capacités. Aujourd'hui, il n'existe pas de séparation ferme entre nations riches, nations en voie de développement et nations pauvres. Pour la première fois, avec cet accord, tous les pays, dont la Chine, s'engagent ensemble pour lutter contre le réchauffement climatique. Selon l'hebdomadaire britannique Joint Defence Weekly, la Russie aurait fortement accru ses capacités de bombardement en Syrie. Le magazine britannique affirme que des images de la division Airbus Defence and Space, prises il y a moins d'1 semaine, indiquent que Moscou a déployé 4 autres bombardiers Sukhoi Su-34 sur la base aérienne Oumemim dans le gouvernorat syrien de Latakié. L'armée russe a également mobilisé 11 Su-24, des bombardiers tout temps à géométrie variable, 12 avions d'attaque au sol Su-25,
4 avions de chasse Su-30SM ainsi qu'une plateforme de renseignement électronique. Par ailleurs, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la nation soutient l'armée syrienne libre d'opposition. Le dirigeant s'exprimait à l'occasion de la réunion annuelle avec son ministre de la Défense. Les activités de notre groupe aérien contribuent à unifier les efforts des troupes gouvernementales et de l'armée syrienne libre. À l'heure actuelle, plusieurs de ces unités, regroupant plus de 5000 soldats ainsi que des forces régulières, sont engagées dans des missions de combat contre les terroristes dans les provinces de Homs, Hama, Alep et Raqqa. En plus de les soutenir depuis les airs, nous les aidons avec des armes, des munitions et nous leur assurons un soutien matériel. Ce n'est pas la première fois que Moscou déclare aider l'armée syrienne libre dans son combat contre le groupe État islamique. Cependant, les rebelles ont déjà nié avoir quelque accord que ce soit avec le Kremlin. Le porte-parole du département d'État des États-Unis, John Kirby, a quant à lui affirmé qu'il était dans l'impossibilité de confirmer la réalité de ce soutien envers l'armée syrienne libre. Du côté de Moscou, un porte-parole de la présidence a déclaré à la presse que les livraisons d'armes évoquées par le président Vladimir Poutine signifient que la Russie fournit les forces armées syriennes et non celles de l'opposition. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe vient de terminer une visite de 3 jours en Inde. À cette occasion, plusieurs accords d'importance ont été conclus, dont un majeur avec le Japon visant à construire le premier train à grande vitesse de l'Inde. Il s'agit en effet d'un projet convenant à cette nouvelle ère des relations entre le Japon et l'Inde. Nous allons mener entièrement cette coopération, permettant à ce train à grande vitesse de devenir une réalité pour la première fois en Inde, grâce à notre système japonais Shinkansen, et aussi avec un record dont nous sommes fiers, qui est celui de la sécurité et de la ponctualité. Le train à grande vitesse va réduire le temps de trajet entre Mumbai et Ahmedabad de 8 à 2 heures. La construction débutera en 2017 et se terminera en 2023. Le Japon fournira également une enveloppe de 12 milliards de dollars de financement et d'assistance pour ce train. Outre cela, Abe et son homologue indien Narendra Modi ont également convenu d'un protocole d'entente longtemps envisagé sur la technologie nucléaire civile. Le Japon a autrefois rejeté toute coopération nucléaire avec l'Inde, qui n'a pas ratifié le traité international de non-prolifération nucléaire. Les deux dirigeants sont par ailleurs tombés d'accord pour explorer de futurs projets sur les transferts de technologies défensives, dont un avion amphibie US-2 fabriqué au Japon. Ce serait l'une des premières ventes d'armes du Japon depuis qu'Abe a récemment levé l'interdiction de 50 ans sur les exportations d'armes. Le Premier ministre indien Narendra Modi a dit que le partenariat indo-japonais modèlera le cours de l'Asie. Regardons de plus près la coopération entre les deuxième et troisième plus grandes économies asiatiques. Shinzo Abe et Narendra Modi, tous deux des nationalistes de droite et des réformateurs économiques, ont forgé une relation inhabituellement proche depuis que M. Modi est arrivé au pouvoir l'an dernier. Les deux hommes interagissent fréquemment avec les médias. Lorsque M. Modi s'est rendu au Japon l'an dernier, M. Abe lui a fait faire le tour de l'ancienne capitale Kyoto. Cette fois-ci, M. Modi a accompagné M. Abe lors de sa visite de la ville sainte de Varanasi et les deux hommes ont assisté à une spectaculaire soirée de prière. Les deux dirigeants veulent stimuler la coopération économique. En 2014, le Japon a promis d'investir 35 milliards de dollars en 5 ans. Il s'agit du 4e plus gros investisseur étranger en Inde depuis 15 ans. Et M. Modi a mis en place dans son bureau l'an dernier une équipe spéciale pour faciliter les investissements japonais. Avec l'accord sur le train à grande vitesse qui vient juste d'être annoncé, le Japon aura des opportunités d'affaires en matière de formation du personnel, de production de trains, de construction de systèmes de signalisation, ainsi que de développement immobilier et de logistique. Cela augmente les exportations, il s'agit d'exportations assez importantes. Si nous pouvons exporter en Inde, nous pourrions être capables d'exporter vers d'autres pays. Si nous pouvions exporter la technologie des trains à grande vitesse vers d'autres pays, cela constituerait de très grosses exportations pour le Japon et bénéficierait au pays. La coopération sécuritaire se renforce aussi. L'Inde convoite les armes japonaises après que le Japon a levé son interdiction pesant sur les exportations d'armes. Le Japon va aussi devenir un partenaire de la manœuvre Malabar, une manœuvre navale conduite chaque année par les États-Unis et l'Inde. Le Japon a participé ces 2 dernières années aux manœuvres initialement bilatérales à l'invitation de l'Inde. Messieurs Abe et Modi ont promis d'utiliser leur alliance pour mettre en avant des aires d'intérêt mutuel,
comprenant une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, au sein duquel les deux pays aspirent à un siège permanent. Dans la doctrine de stratégie de sécurité nationale du Japon, l'Inde apparaît comme un acteur primordial du changement dans l'équilibre mondial, avec lequel le Japon est désireux d'élargir et d'approfondir les relations stratégiques. Des analystes disent qu'alors que le Japon cherche à bâtir une armée au rôle plus affirmé, la coopération avec l'Inde pourrait avoir une influence sur la sécurité régionale. Dimanche 13 décembre, c'est la journée nationale commémorative du massacre du Nanjing en 1937. Il y a 78 ans, plus de 300 000 Chinois ont été tués de sang-froid dans la ville de Nanjing par des troupes japonaises. Une cérémonie du souvenir a été organisée au mémorial des victimes de Nanjing. Le drapeau national a été mis en berne et 1 minute de silence a été respectée. Des milliers de personnes, dont des représentants du gouvernement, des soldats, des anciens combattants et des élèves, étaient présents lors de la cérémonie commémorative qui s'est tenue au mémorial des victimes du massacre de Nanjing. Des soldats ont déposé des couronnes de fleurs devant le principal monument aux morts, tandis qu'une musique solennelle accompagnait leur mouvement. Li Jianguo, vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, s'est chargé du discours introductif. Nous rendons hommage aux victimes, nous honorons nos soldats et nous dénonçons les atrocités. Il ne s'agit pas d'entretenir la haine, mais de favoriser l'aspiration du peuple pour la paix et de construire un avenir meilleur. Une déclaration de paix a été lue et la cloche de la paix a retenti. Des dizaines de colombes ont aussi été lâchées. Le massacre est devenu un événement majeur de l'histoire chinoise et il continue jusqu'à aujourd'hui de faire planer une ombre sur les relations sino-japonaises. Li Jianguo a déclaré que la Chine et le Japon doivent contribuer ensemble à la paix mondiale. Nous sommes fermement opposés à toute action dont le but serait d'édulcorer la réalité de l'agression. La Chine et le Japon ont fait de grands progrès dans leurs relations bilatérales depuis la normalisation diplomatique intervenue entre les deux pays en 1972. Les deux pays doivent se référer au principe de la déclaration conjointe Chine-Japon et tirer les leçons de l'histoire tout en se projetant dans l'avenir. Nous continuons de coopérer et de contribuer ensemble à la paix et au développement mondial. Pour marquer l'anniversaire, des cérémonies ont également été organisées sur les lieux des 17 autres fosses communes de Nanjing. Le mémorial de Caen est l'un des musées où l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est la mieux présentée. Il s'agit aussi du premier musée d'Europe à raconter l'histoire du massacre de Nanjing. Caen, une ville redressée du feu. Ici, cette ville a subi le combat le plus intense. Après la guerre, 3/4 de cette ville a été rétablie. Bâtiments abîmés, villes désertées, habitants blessés et sans domicile. Pendant la bataille de Normandie entre les mois de juin et août 1944, la douleur de la ville de Caen est réelle et omniprésente. La reconstruction de la ville a pris du temps, plus précisément 20 ans jusqu'en 1963. Caen mérite un hommage à la mesure des souffrances que la ville a subies. C'est la raison pour laquelle le mémorial est également appelé le musée de la paix. Il a été construit en 1988. Après une vingtaine d'années de développement, le mémorial de Caen est aujourd'hui devenu un des meilleurs musées pour raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Son exposition se concentre principalement sur les batailles en Europe. Depuis 8 ans, une partie de l'exposition est consacrée à la guerre sino-japonaise. Le mémorial Caen nous présente la Seconde Guerre mondiale par l'ordre chronologique. Pour nous, ça tout commence par ici. Le 7 juillet 1937, l'armée japonaise a envahi la ville de Wanping et provoqué la guerre sino-japonaise.
autour de moi une équipe d'historiens. Donc nous avons travaillé évidemment sur toutes les questions propres à la guerre sino-japonaise et ce qui nous est apparu très important pour le public essentiellement occidental à Caen. Ce sont deux choses, deux événements majeurs, c'est les bombardements de Shanghai et le massacre de Nankin, parce que nous avons considéré que ce massacre était emblématique de la violence terrible de la Seconde Guerre mondiale et emblématique aussi de la manière dont se sont comportées les armées japonaises en Chine. Pendant la visite, une salle d'une quarantaine de mètres carrés est consacrée au massacre de Nankin. Y sont exposées des photos d'archives montrant les exercices de l'armée japonaise à la baïonnette sur des cibles humaines vivantes de Nankin. La ville de Nankin a bien été ravagée, comme celle de Caen en 1944. Parmi tout ce que le mémorial nous montre, les photos, les objets, c'est surtout le film d'un réalisateur français qui a attiré le plus d'attention des visiteurs. L'extrait du documentaire Le Massacre de Nankin est réalisé par le metteur en scène français Michael Prazan en 2007. Ce documentaire témoigne de l'ampleur du massacre de Nankin et de son horreur. Well, I never knew that the Japanese were so cruel. And I never knew that the Japanese did what they did at all. And I feel as though that after seeing that there was some injustices done by the Japanese to the Chinese. It's pretty hard for me to watch that. This is the first evidence I've actually physically seen of this. Yeah, there are some things in the history books about China and Japan fighting, but I've never actually seen footage or film from the actual wars or things that happened like that at all. So it was kind of an eye-opener. 300 000 habitants de Nankin ont été atrocement tués. Il ne s'agit que d'une infime proportion de toutes les victimes chinoises lors de cette guerre. Cette histoire est cependant souvent ignorée. Et mes visiteurs, les visiteurs du mémorial, d'où qu'ils viennent, de Chine ou d'ailleurs, je leur explique ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale a tué entre 60 et 65 millions de personnes dans le monde. Et parmi ces 60-65 millions de personnes, il y a 20 à 25 millions de Chinois. Et donc on ne peut pas comprendre la Seconde Guerre mondiale si on ne sait pas ce qui s'est passé en Chine pendant la guerre sino-japonaise. Monsieur Grimaldi est aujourd'hui en coopération avec le mémorial de Nankin. Il aide à faire des recherches et à trouver davantage d'objets à montrer aux visiteurs. Aujourd'hui, à Shanghai comme à Caen, la vie est paisible et tranquille. Seul le mémorial de Caen et celui de Nankin nous rappellent un passé inoubliable. Chaque famille a sa propre histoire de guerre à raconter. Elle est plus ou moins triste, plus ou moins simple, plus ou moins lointaine. C'est ce qu'on appelle la mémoire. Ce qui est vrai pour une famille est aussi vrai pour un pays. Pour la deuxième année d'affilée, Wuzhen a accueilli la conférence mondiale de l'Internet. Et selon les organisateurs, cet événement sera encore plus grand et meilleur que celui de l'année dernière. C'est un grand événement pour le secteur de l'Internet avec la présence prévue de 600 compagnies mondiales de l'Internet. Plus de 2000 membres de gouvernements, professionnels et experts venus du monde entier participeront aux discussions et expositions. 3 applications seront disponibles sur téléphone mobile afin de permettre aux participants d'obtenir des informations de manière instantanée. À travers l'interconnexion, les invités pourront voir les conférenciers, voir leurs fichiers de présentation et même une place à la salle de conférence. Plus de 260 compagnies présenteront leurs produits dernier cri. La deuxième plus grande compagnie mondiale de technologie cloud, SAP, y exposera ses dernières innovations. Auparavant, il vous fallait 6 mois pour passer commande. À présent, il ne faut plus que 6 heures. Volvo présentera ses véhicules intelligents et connectés à Internet et sa technologie sans fil 5G prévue pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Les compagnies chinoises présenteront également leurs technologies et produits de pointe.
Cette voiture sans conducteur est équipée par le fournisseur de services internet chinois Baidu. Son originalité repose sur sa technologie à capteurs multiples, lui permettant une précision dans son positionnement d'une dizaine de centimètres. Une dizaine de forums et 22 sujets de discussion ont été prévus pour cette conférence, couvrant des domaines tels que l'innovation, la gouvernance ou la communication culturelle sur Internet. Le but étant de faire avancer le secteur et les services proposés dans le monde. Le groupe Alibaba, le géant chinois de la vente en ligne, vient de racheter le South China Morning Post et tous les actifs de ce groupe. Il s'agit de la première acquisition d'actifs médias hors de Chine continentale pour Alibaba. Cet accord n'est donc pas anodin et reflète bien les ambitions du groupe. Le South China Morning Post existe depuis 112 ans. Bien qu'il soit l'un des principaux journaux en anglais d'Asie, il a récemment souffert, comme le reste de la presse écrite, d'un marché déclinant. Alibaba a déclaré que cette coopération alliera la technologie d'Alibaba à l'excellence éditoriale du groupe SCMP. Les géants souhaitent ainsi aider le journal à entrer dans l'ère digitale afin de permettre aux lecteurs du monde entier d'en apprendre plus sur la Chine. Il s'agit donc d'une bonne nouvelle pour une grande partie du lectorat. Je pense que cette acquisition fournira au South China Morning Post le soutien financier, les ressources et l'expérience managériale dont il a besoin. Je suis optimiste. Le South China Morning Post a la réputation d'offrir une couverture objective et juste de l'actualité. Le vice-président du groupe Alibaba, Joseph Tsai, a promis dans une lettre rendue publique que les principes qui ont gouverné jusqu'à présent le